J'ai passé 5 ans à couvrir les factures, à payer les impôts sur leur maison de vacances, leur nouvelle voiture et même leurs courses. Il y avait toujours une excuse. Un mois difficile. La maison a besoin de réparation. Elle mérite ce qu'il y a de mieux, tu sais. Je m'appelle Elena et je n'ai jamais rien demandé en retour. Je pensais que j'étais juste un bon frère ou une bonne sœur, un bon membre de la famille, celui sur lequel on peut compter, le plus fort, celui sur lequel il pouvait toujours s'appuyer quand les choses devenaient difficiles. Mais tout a changé le jour où j'ai appris l'existence du fonds d'affectation spéciale. 350 000 $. Caché pour ma sœur. Caché, intouché, protégé. Alors que j'étais exposée, portant le poids écrasant de dettes qui n'ont jamais été les miennes. C'était là, noir sur blanc. La preuve que depuis le début, il y avait eu un choix, et qu'ils l'avaient choisi. Pas une seule fois ils ne l'ont mentionné. Pas une seule fois ils n'ont pensé que je méritais de savoir. J'avais fait des sacrifices, je m'étais épuisée, je m'étais couchée tard en m'inquiétant de savoir comment joindre les deux bouts. Pendant qu'ils s'asseyaient, me regardaient me débattre et ne disaient rien. Il s'avère que la loyauté ne construit pas la richesse. Ce sont les secrets qui le font. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Toutes ces années de sacrifice, toutes ces excuses, tous les chèques que j'ai faits, tout cela reposait sur un mensonge. Ils n'ont jamais voulu que j'arrête. Ils n'ont jamais eu l'intention de me soulager de ce poids. Ils avaient compté sur mon silence, mon sens du devoir, ma peur d'être le mauvais enfant. Mais cette fois, c'était différent. Je n'allais plus continuer à payer leur prix, pas avec mon argent, pas avec ma paix, pas avec mon avenir. Cette fois-ci, ce sont eux qui paieront. En grandissant, j'ai toujours été celle qui maintenait tout ensemble. La réparatrice, le responsable, le gamin qui se souvenait de payer les factures quand mes parents oubliaient, celui qui appelait le réparateur quand le toit fuyait, celui qui s'assurait que les anniversaires étaient célébrés, que les rayons de l'épicerie étaient remplis, que les roues continuaient à tourner même lorsque tout autour de nous s'écroulait. Mes parents avaient les mains pleines de travail, c'est sûr. Ils étaient occupés, débordés. Ils se sont donc appuyés sur moi, leur solutionneur de problèmes attitré, sans jamais vraiment se demander ce que cela coûtait. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je me sentais important. Cela me donnait un rôle, une place dans la structure familiale qui semblait solide quand tout le reste était imprévisible. Je portais ma fiabilité comme un badge d'honneur. Ma sœur, elle, a vécu une vie différente. C'était la personne en or, celle que tout le monde adorait, celle pour qui on déblayait les chemins. Elle était insouciante, charmante, impulsive. Elle avait cette étincelle sans effort, celle qui poussait les gens à l'aider, à excuser ses erreurs, à lui ouvrir la voie pour qu'elle n'ait jamais à trébucher. Pendant que j'équilibrais les budgets à la table de la cuisine, elle sortait avec des amis, faisait des emplettes et planifiait ses prochaines vacances de spontané. Pendant que je découpais des coupons pour étirer chaque dollar, elle prenait des selfies sur des plages à l'autre bout du monde. Ce n'est pas qu'elle était malveillante, c'est juste qu'elle vivait comme si le monde allait toujours la rattraper. Et pour elle, c'était généralement le cas. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme et commencé à travailler à temps plein, les choses ne sont pas devenues plus faciles, elles sont devenues plus lourdes. Les besoins de la famille n'ont pas diminué lorsque j'ai touché mon premier salaire. Ils ont augmenté. « Tu te débrouilles si bien, chérie, » disait-il. « Aide-nous encore un peu. Les choses vont bientôt s'améliorer. » Au début, il s'agissait de petites choses. Couvrir la facture d'électricité, aider à payer une voiture, envoyer de l'argent pour les réparations lorsque la vieille maison avait besoin d'un nouveau chauffe-eau. Mais très vite, la situation s'est aggravée. Je payais la voiture de ma sœur. Je payais les taxes foncières de la maison de vacances que mes parents avaient achetée pour se détendre, celles qu'ils visitaient plus souvent qu'ils ne me visitaient. Je finançais les petites urgences qui, d'une manière ou d'une autre, devenaient toujours ma responsabilité. Et le pire, je me suis dit que c'était de l'amour.
Je me suis dit que c'était un devoir. Je me suis dit que c'était normal. Parce que la famille se sacrifie les uns pour les autres, n'est-ce pas? Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne comptes pas les points. Mais au fond de moi, une petite voix a commencé à chuchoter. Une voix que j'ai essayé tant bien que mal d'ignorer. Qui se sacrifie pour toi? Les fissures s'élargissent lentement, chaque faveur non reconnue, chaque remerciement manqué, chaque attente supposée. Je ne donnais pas seulement de l'argent, je donnais du temps, je donnais de l'énergie. Je donnais des morceaux de moi-même jusqu'à ce que je ne reconnaisse même plus qui j'étais en dehors du fait d'être la personne fiable. Et plus je donnais, moins on me voyait. Jusqu'au jour où, debout dans le grenier, un dossier poussiéreux entre les mains, j'ai trouvé la preuve de ce que j'avais toujours soupçonné mais que je n'avais jamais voulu admettre. Pendant que je me cassais la figure pour maintenir la famille à flot, ils ont construit un radeau de sauvetage pour ma sœur. Ils ont construit un radeau de sauvetage pour ma sœur. Un fonds d'affectation spécial de 350 000 $, construit avec soin, préservé avec amour, complètement caché de moi. Ils ne m'avaient pas seulement oublié, ils avaient planifié autour de moi, ils avaient fait comprendre très très clairement qui comptait le plus. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seulement blessée, j'étais furieuse. Les fissures dans les fondations ont toujours été là. Minuscule au début. Facile à ignorer si tu louches suffisamment et si tu te racontes la bonne histoire. Et pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit que c'était normal, que chaque famille s'appuie un peu plus sur le responsable, que cela faisait partie du fait d'être la colle. Mais avec le temps, ces fissures se sont élargies, jusqu'à devenir des trous béants que je ne pouvais plus colmater avec de bonnes intentions. Cela a commencé par de petites choses. Une facture inattendue par-ci, un prêt, juste pour cette fois, par-là, une nouvelle robe dont ma sœur avait besoin, pour le travail, et qui s'est transformée en une nouvelle séance de shopping chez un couturier. Puis vinrent les vacances. Ma sœur s'envolait toujours quelque part, plage tropicale, station de ski, circuits européens, postant des photos sur papier glacé de cocktails au bord de la piscine et de séances de shopping sur les boulevards que je ne verrais jamais en personne. Chaque fois que je faisais défiler un autre poste, un peu plus d'amertume me rongeait. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Elle ne faisait que vivre sa vie. J'étais fière d'elle, n'est-ce pas? Mais au fond de moi, les questions s'enveniment. Pourquoi est-ce moi qui me serre la ceinture alors qu'elle ajoute un nouveau tampon à son passeport? Pourquoi est-ce que c'est moi qui me dis non pour qu'elle puisse dire oui à tout? Le ressentiment s'est amplifié. Ce n'était pas seulement les vacances. C'était la façon dont elle traitait l'argent, comme si c'était sans fin, sans effort, quelque chose dans lequel elle pouvait toujours retomber sans se soucier du monde. Pendant ce temps, je m'épuisais. Je faisais des heures supplémentaires. Je sautais des dîners avec des amis pour économiser de l'argent. Je déclinais les occasions de profiter des moindres plaisirs. Chaque brunch qu'elle organisait, chaque sac de marque qu'elle montrait, chaque moment de plaisir qu'elle célébrait, était comme une nouvelle gifle. Et quand j'ai osé faire allusion au fait que j'étais débordée, quand j'ai dit « peut-être que quelqu'un d'autre peut t'aider avec ce paiement » ou « je suis un peu à court d'argent en ce moment », la réponse de mes parents était toujours la même. « Tu es si douée avec l'argent. Tu es plus forte que ta sœur. Elle a juste besoin d'un peu plus d'aide. » Ils n'ont pas entendu l'épuisement qui se dégageait de ma voix, ou peut-être qu'ils l'ont entendu et qu'ils s'en fichent. Pourquoi le ferait-il? Tant que je continuais à porter la charge, il n'y avait aucune raison qu'ils remarquent à quel point elle devenait lourde. Le droit s'insinuait dans chaque conversation, chaque visite, chaque faveur demandée sans hésitation. La situation devenait claire. Ils ne s'attendaient pas seulement à ce que je fasse un pas en avant. Ils en dépendaient. Cela faisait partie de l'air qu'ils respiraient, une partie de la réalité dans laquelle ils vivaient, celle où j'existais pour leur faciliter la vie. Et le point de basculement? C'est arrivé un soir de pluie, assis autour de la table de la cuisine. Mes parents m'ont fait asseoir avec des expressions sinistres, comme s'ils annonçaient une mauvaise nouvelle qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de partager. « Nous comptons sur toi », a dit mon père.
Tu es le seul en qui nous pouvons avoir confiance pour nous en occuper, a ajouté ma mère. Ils ont fait glisser les documents relatifs à la taxe sur les résidences secondaires sur la table, s'attendant à ce que j'acquiesce, que je sois d'accord, que je fasse des sacrifices, comme je l'ai toujours fait. Pas d'excuses. Aucune reconnaissance de tout ce que je faisais déjà. Juste un nouveau poids qu'ils étaient de prêt à enchaîner autour de mon cou. Ce n'était pas une demande. C'était une évidence, et quelque chose en moi a craqué. Pendant des années, je m'étais convaincue que la famille était synonyme de soutien inconditionnel, que l'amour signifiait un sacrifice sans limite. Mais assis là, avec l'encre encore humide sur le dernier fardeau qu'il me tendait, j'ai réalisé l'affreuse vérité. Ils ne me demandèrent pas de l'aide. Ils l'exigeaient, parce qu'en cours de route, ils ont cessé de me considérer comme une famille. Ils me voyaient comme une ressource, comme la solution à tous les problèmes qu'ils ne voulaient pas affronter eux-mêmes. Et à ce moment-là, une nouvelle pensée plus froide s'est insinuée. Et si je m'arrêtais? C'était une soirée tranquille, le genre de soirée qui semble lourde sans que tu puisses l'expliquer. La pluie tapait doucement contre les fenêtres. La maison sentait le vieux papier et la poussière, alors que je fouillais dans le grenier, triant des boîtes oubliées que mes parents n'avaient jamais pris la peine d'organiser. La plupart d'entre eux étaient de la camelote. Des reçus jaunis, des formulaires d'assurance périmés, des photos émiettées de vacances que je ne me souvenais même pas avoir prises. J'étais sur le point de m'arrêter là quand un dossier a attiré mon attention. Il était bien rangé sous une pile de documents fiscaux. L'étiquette était écrite à la main, dans l'écriture soignée de ma mère. Planning familial. Au début, j'ai souri. Probablement de vieux testaments. Les plans de retraite. Les trucs ennuyeux que les parents oublient de mettre à jour. Je me suis assise les jambes croisées sur le sol du grenier, et je l'ai ouvert. Et c'est à ce moment-là que l'air a changé. À l'intérieur se trouvait un document juridique. Épais. Officiel. Le genre de papier dont tu reconnais immédiatement l'importance avant même d'en avoir lu un mot. Curieux, je l'ai parcouru, et puis mon cœur a claqué contre mes côtes. Contrat de fiducie, bénéficiaire, nom de ma sœur, montant, 350 000 $. Je me suis figée. Au début, mon esprit a refusé d'assimiler ce que je voyais. C'est sûrement vieux. C'est sûrement un plan qu'ils ont abandonné. Sûrement. Mais la date est récente. Très récent. Je suis passée à la page des signatures. Il y avait les signatures de mes parents, propres, soignées, fières, pas la moindre hésitation, pas une seule mention de moi. Un bourdonnement aigu a rempli mes oreilles. J'ai laissé tomber le dossier comme s'il m'avait brûlé. Pendant un long moment, je suis restée assise dans le grenier poussiéreux, sans rien regarder. Les souvenirs ont commencé à me frapper de plein fouet. Les factures que j'avais payées, les sacrifices que j'avais faits, les vacances que j'avais sautées, les nuits où je restais debout tard à faire des heures supplémentaires pour couvrir des dépenses qui n'étaient jamais vraiment les miennes. Tout cela alors qu'ils ont discrètement mis de côté des centaines de milliers de dollars. Pour elle. Pas pour les urgences. Pas pour les besoins de la famille. Pas pour les projets d'avenir commun. Pour elle. Et seulement pour elle. Pas étonnant qu'ils aient toujours été si décontractés lorsqu'ils me demandèrent de couvrir juste une dernière chose. Pas étonnant qu'ils n'aient jamais semblé inquiets lorsque les factures s'accumulaient. Ils savaient. Ils avaient construit un parachute. Mais pas pour moi. La trahison n'était pas seulement financière, elle était existentielle. À leurs yeux, je n'étais pas leur enfant. J'étais leur police d'assurance. Le soutien fiable qui ne demanderait jamais, n'exigerait jamais, ne poserait jamais de questions. Plus j'y réfléchissais, plus la vérité se calcifiait. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'aie un avenir propre. J'étais là pour servir, pour me sacrifier, pour financer tranquillement une vie de facilité pour des gens qui n'ont jamais pensé à me demander si j'allais bien. Et ma sœur, l'enfant en or, elle vivait sans se soucier du monde, sans jamais se demander pourquoi les choses lui réussissaient toujours. Parce qu'ils ont fait en sorte que ce soit le cas. À mes dépens. Mes mains ont tremblé alors que je remettais les documents dans le dossier. Pendant longtemps, j'ai cru que la famille était synonyme d'amour inconditionnel. Une confiance inébranlable.
un lien plus fort que l'argent, plus fort que la déception. Mais assis là, dans ce grenier, j'ai réalisé, la famille peut aussi être un mensonge que tu te racontes pour survivre, et le mien me mentait depuis des années. À ce moment-là, une nouvelle pensée, effroyablement claire, s'est cristallisée. Je ne les laisserai plus jamais m'utiliser. Et je ne parlais pas seulement de l'aspect financier. Je voulais dire émotionnellement, spirituellement, complètement. Le chapitre où je n'existais que pour les servir était terminé, et ce qui allait suivre allait tout changer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas claqué le dossier et je ne suis pas descendue en trombe pour exiger des réponses. Je ne les ai même pas appelées. Au lieu de cela, je suis restée assise dans la faible lumière du grenier, la poussière tourbillonnant autour de moi, et j'ai laissé la trahison s'installer dans mes os. C'était une autre sorte de douleur, une douleur qui ne te fait pas t'énerver. Il te fait rester assis sans bouger, gelé, lourd, parce qu'au fond de moi, je savais que ce n'était pas la première trahison. C'est juste le premier que je ne pouvais pas ne pas voir. J'ai passé cette première nuit seule, les papiers de confiance rangés dans mon sac, intacts, mais brûlant comme un tison contre mon flanc. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas emportée. Je me suis simplement assise dans le silence de mon appartement, fixant les murs, réalisant à quel point ma vie avait été construite sur des mensonges, que j'avais été trop loyale pour remettre en question. Ils ne m'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils m'avaient volé des années. Des années de confiance, des années d'efforts, des années de sacrifices offerts gratuitement. Parce que j'avais été assez naïve pour penser qu'ils m'aimaient de la même façon que je les aimais. Mais maintenant, le charme est rompu. Et quand le charme est rompu, tu vois à travers tous les mensonges. Le lendemain matin, j'ai ressorti de vieux relevés bancaires, des factures que j'avais payées sans réfléchir, des textes et des courriels demandant un peu d'aide juste pour cette fois. Au début, c'était accablant de voir les preuves s'accumuler, mais cela a aussi durci quelque chose en moi. Pour la première fois, ce n'était pas seulement un sentiment. C'était réel, tangible. Je n'étais pas folle de me sentir utilisée. J'en avais la preuve. Pourtant, la preuve seule ne suffisait pas. J'avais besoin de protection. Et j'avais besoin d'agir intelligemment. J'ai pris rendez-vous avec un conseiller financier, quelqu'un d'éloigné de la famille, quelqu'un qui pourrait examiner la situation sans les œillères des liens du sang. S'asseoir dans ce bureau, raconter l'histoire, c'était comme enlever des couches de peau. Brut, embarrassant. J'avais été l'imbécile, la marionnette, le parrain discret de l'enfant chéri. Mais mon conseiller ne m'a pas pris en pitié. Il m'a simplement exposé les choses clairement. Si je n'agissais pas maintenant, cela ne s'arrêterait jamais. Il continuerait à venir. Il continuerait à s'épuiser. Continuer à attendre. Parce que les gens n'arrêtent pas de prendre quand tu leur donnes ton cœur gratuitement. Il n'y avait pas besoin de drame judiciaire. Pas d'explosion publique. Il y avait une façon plus propre de brûler un pont. J'ai commencé à prendre des mesures discrètes. J'ai annulé les paiements automatiques que j'avais mis en place pour leurs services publics, leurs taxes sur la maison de vacances, et même l'assurance automobile qui avait magiquement atterri dans mon assiette. Au début, je me suis sentie mal, comme si j'avais abandonné quelqu'un sur le bord de la route. Mais cette culpabilité, la culpabilité dont il m'avait tout soigneusement nourri toute ma vie, a commencé à se flétrir à la lumière de la vérité. S'il m'aimait, il n'aurait pas caché un avenir de 350 000 $ à un enfant tout en saignant l'autre à blanc. Chacun de mes déplacements n'était pas seulement un choix financier. C'était une reconquête de ma propre identité, morceau par morceau. La peur qui m'avait autrefois maintenue prisonnière, la peur qu'il me déteste, qu'il soit déçu par moi, qu'il parle de moi comme si j'étais égoïste, a commencé à perdre de son pouvoir. Je n'avais pas besoin de crier pour reprendre ma vie en main. Je n'avais pas besoin de claquer des portes, de brûler leurs photos ou d'envoyer des textos de rage. J'avais besoin de me retirer, tranquillement, délibérément, de façon permanente. La dernière étape a été la rédaction de la lettre. Un message court, formel et brutalement clair expliquant, sans excuse ni émotion, que j'en avais fini. Fini de financer leur vie. Fini de porter des responsabilités qui n'ont jamais été les miennes.
Fini de jouer un rôle qu'ils avaient écrit pour moi sans mon consentement. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un appel à l'attention. C'était une lettre de licenciement. J'ai fermé l'enveloppe d'une main ferme. Et lorsque je l'ai déposée dans la boîte aux lettres, je n'ai pas ressenti de poussée de colère. Je me suis sentie en apesanteur. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le réparateur de la famille. Je n'étais pas leur fondation silencieuse. Je n'étais plus la béquille de personne. J'étais libre. Et cette fois, le silence entre nous ne serait pas rempli par la culpabilité. Il serait rempli par le son de ma propre vie, qui commence enfin. S'éloigner d'eux ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cela a commencé par une décision silencieuse, presque invisible au début. Une petite flamme en moi a chuchoté. Tu n'as plus à les porter. Alors, j'ai arrêté. Pas de façon spectaculaire. Pas en fanfare. Juste arrêté. Un paiement manqué. Puis un autre. L'assurance de la voiture. Annulée. Les impôts sur la maison de vacances. Restés impayés. Au début, le silence m'a terrifiée. Je m'attendais à ce que la colère, les appels frénétiques, la culpabilité se déversent comme des flots. Mais au lieu de cela, il n'y avait rien. Pas de questions. Pas de « ça va ?» Pas même un « merci » pour toutes les années que j'avais données. C'était comme s'ils avaient reconstruit leur vie en supposant que je serais toujours là. Et quand je ne l'étais pas, ils ne le remarquaient même pas. Et d'une certaine manière, cela fait plus mal que la trahison elle-même. Il m'a montré la vérité que je ne voulais pas voir. Ils ne m'avaient pas apprécié. Ils avaient apprécié ce que j'avais fourni. La prise de conscience ne m'a pas brisée. Elle m'a libérée. Chaque facture que je refusais de payer, chaque lien financier que je rompais discrètement, me donnait l'impression d'enlever une entrave dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Plus je me retirais, plus je réalisais à quel point j'avais mis ma vie en attente. J'ai passé des années à investir dans leur avenir. Maintenant, il était temps d'investir dans le mien. L'étape suivante a été froide et méthodique. J'ai rencontré mon avocat. J'ai tout expliqué. La confiance cachée, les années de dépendance financière, la manipulation, les attentes non exprimées. Nous avons élaboré une stratégie. Nous avons tout documenté. Le soutien financier, les promesses non tenues, la manipulation présentée comme une loyauté familiale. L'avocat n'a pas mâché ses mots. Tu as tout à fait le droit de t'éloigner, ont-ils dit. Mais sois prêt. Les gens ne voient pas d'un bon œil la perte de leur gratuité. Cela ne m'a pas fait peur. Au contraire, cela a renforcé ma détermination. J'ai resserré mes finances. J'ai retiré des investissements des comptes conjoints. J'ai mis à jour mes bénéficiaires. J'ai sécurisé mes biens. J'ai commencé à reconstruire l'avenir que j'étais trop épuisée pour imaginer auparavant. Et tranquillement, en coulisses, j'ai commencé à préparer mon dernier déménagement. Ce ne serait pas une confrontation. Ce ne serait pas une explosion. Ce serait une extraction chirurgicale. Je n'allais plus m'expliquer. Pas à des gens qui avaient décidé il y a longtemps que ma seule valeur était ce que je pouvais donner. Pas de coup de semonce. Pas de faveur finale. Juste la fermeture lente et imparable de toutes les portes qu'ils avaient franchies avec désinvolture. J'avais fini de jouer le rôle qu'ils m'avaient attribué. Je n'étais pas le réparateur. Je n'étais pas le fournisseur. Je n'étais pas le plan de secours. J'étais fini. Et lorsqu'ils s'en rendraient enfin compte, ce ne serait pas parce que je le leur aurais dit. Ce serait parce qu'ils ressentiraient l'absence qu'ils n'auraient jamais cru possible. Et le temps qu'ils le remarquent, je serais déjà partie. Le jour où j'ai envoyé la lettre, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie calme. Pas l'ardeur de la vengeance que tu imagines, mais le souffle profond et régulier de quelqu'un qui reprend sa vie en main. J'avais choisi chaque mot avec soin, assez tranchant pour couper, assez clair pour ne laisser aucun doute. Pendant des années, j'ai été le frère ou la sœur consciencieuse. Je me sacrifiais, je donnais, je colmatais les brèches que personne d'autre ne voulait voir. Mais maintenant, ils allaient enfin comprendre le coût de cette loyauté. Les faits sont indéniables. L'argent que j'avais dépensé, les promesses qui n'ont pas été tenues, le fonds en fidéicommis qu'ils avaient caché,
350 000 $ mis de côté pour son avenir pendant que je portais leur fardeau financier. Tout était là, en noir et blanc. J'ai appuyé sur « Envoyer » et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas regardé en arrière. La réaction n'a pas été immédiate. Les heures ont passé. Je me suis assise près de ma fenêtre, regardant le soleil se fondre dans l'horizon, laissant le silence s'installer autour de moi. Quand le téléphone a enfin sonné, j'ai su que c'était le moment. Mais ce n'était pas des excuses. C'était de la rage. La voix de mon père s'est fissurée sous l'effet de la colère, les accusations se déversant plus vite qu'il ne pouvait les contrôler. Égoïste. Ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ils n'appelaient pas à assumer leurs actes. Ils appelaient pour faire tourner le couteau dans la plaie. Ma sœur s'est jointe à elle. Sa voix était empreinte de blessures et de trahison, comme si je lui avais fait du tort, comme si j'avais brisé le lien familial. Pas eux. Ils ne voulaient pas d'une conversation. Ils voulaient un aveu, mon aveu, que j'avais eu tort de me défendre. Mais je suis restée stable. Pas de colère. Pas de voix qui s'élève. Juste du calme, une clarté dévastatrice. J'ai tout exposé. Les soirées tardives, les deuxièmes emplois, les économies drainées pour leur confort, les vacances que je n'ai jamais prises, les moments où j'ai eu besoin d'aide et où j'ai eu droit au silence. Le fond fiduciaire n'était pas la trahison en soi, c'était la preuve de tout ce qu'ils avaient toujours cru, que mon rôle était de donner, et que le leur était de prendre. Leur refus a été immédiat, désespéré, des excuses, des déviations, des jeux de culpabilité, toutes les vieilles armes, dépoussiérées et brandies sans honte. Mais cette fois, ils ont rebondi sur moi comme des lames émoussées. Parce que la vraie revanche n'était pas de leur crier dessus, ça ne les faisait pas pleurer. C'était les laisser s'asseoir dans l'épave qu'ils avaient construite, et de réaliser qu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur moi. L'appel s'est terminé par un silence. Pas la paix, pas la résolution. Mais le genre de silence pesant qui suit lorsqu'une vérité trop grande pour être ignorée s'écrase finalement sur toutes les personnes concernées. Je n'ai pas ressenti de regret. Je n'ai pas ressenti de peur. Je me suis sentie libre. Lorsque la vérité a éclaté, elle ne s'est pas contentée de briser la surface. Elle a fait voler en éclats toutes les fondations. Ma sœur, autrefois si bien installée dans sa bulle dorée, a été la première à sentir les fissures. Le fonds d'affectation spéciale de 350 000 $ qui avait amorti sa vie, le filet de sécurité secret dont elle pensait qu'il la porterait pour toujours, n'était plus un bouclier invisible. C'était un projecteur, un symbole flagrant du déséquilibre avec lequel nous vivions depuis si longtemps. Au début, elle a essayé de sauver les apparences. Les vacances, les sacs de marque, les brunchs et les soirées sans effort. Mais l'un après l'autre, les piliers de son illusion se sont effondrés. La première fissure a été la voiture, cette berline de luxe flambant neuve qu'elle exhibait partout, vendue. Ensuite, il y a eu l'appartement. L'appartement spacieux du centre-ville a disparu, remplacé par une location exiguë et désuète dans un quartier qu'elle aurait autrefois dédaigné. Il ne s'agissait pas seulement de pertes matérielles. C'était l'érosion lente et douloureuse de l'image qu'elle avait construite. La prise de conscience que sans quelqu'un d'autre pour payer la facture, la vie qu'elle connaissait n'était pas viable. Et il n'y avait pas qu'elle. Mes parents l'ont ressenti aussi, ceux qui avaient toujours parlé en platitudes prudentes. La famille prend soin les uns des autres. Nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, ils se débattent. Les appels téléphoniques silencieux, les tentatives maladroites d'arranger les choses, les silences gênants lorsqu'ils se rendent compte que les excuses ne suffisent pas à défaire des années de prérogatives. Mon père, qui me remettait autrefois des factures sans réfléchir, devait maintenant savoir comment jongler avec celles qui s'accumulaient sur son propre bureau. Ma mère, toujours aussi posée, a lutté pour cacher la culpabilité qui transparaissait dans sa voix. Ils ne perdaient pas seulement leur soutien financier. Ils étaient en train de perdre la personne qui avait maintenu leur monde ensemble, sans même qu'ils s'en rendent compte. Et quelle ironie, l'indépendance même qu'ils m'avaient inventée. Tu es si forte, si capable, était maintenant la raison pour laquelle je m'éloignais. La sœur qui avait toujours été la préférée,
Elle se débrouillait toute seule maintenant. Les parents qui s'étaient appuyés sur moi pour tout, ils se sont retrouvés face aux conséquences de leur choix. Je n'étais plus en colère. Je n'avais pas besoin de l'être. La vraie revanche, c'était de les voir vivre la réalité qu'ils s'étaient reconstruite, sans que mes sacrifices n'adoucissent le choc. J'avais récupéré ma vie. Et ce faisant, j'ai pris quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à perdre. J'ai pris quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à perdre. Leur accès à moi. Ils s'attendaient à ce que je sois toujours là. Ce filet de sécurité a disparu. Et je ne reviendrai pas. S'éloigner n'a pas été facile. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais c'était le seul choix qui me permettait enfin de respirer à nouveau. Pendant des années, j'ai été l'échafaudage qui soutenait une maison en ruine. Je soutenais tous les autres tout en m'effondrant tranquillement. Je pensais que la loyauté était synonyme de sacrifice. Je pensais que l'amour signifiait porter des fardeaux pour lesquels personne ne me remerciait. Mais debout là, dans les décombres de l'ancienne dynamique de notre famille, je l'ai finalement vu clairement. J'ai passé toute ma vie à les tenir ensemble, et je n'avais jamais demandé qui me tenait. Lorsque j'ai coupé le soutien financier, le silence qui a suivi était assourdissant, Pas de coups furieux à la porte, pas d'excuses désespérées, juste le silence. Et pour la première fois, ce silence n'était pas une punition, c'était la liberté. Le poids invisible que je traînais depuis des années a glissé de mes épaules, et sous ce poids, j'ai trouvé quelqu'un que j'avais presque oublié. Moi. Pas la fille consciencieuse. Pas le frère ou la sœur fiable. Pas le réparateur. Juste moi. Lorsque je me suis recentrée sur ma propre vie, tout a commencé à changer. J'ai poursuivi des opportunités que je pensais ne pas mériter. J'ai noué des relations avec des gens qui m'appréciaient, non pas pour ce que je pouvais faire, mais simplement pour ce que j'étais. J'ai arrêté de vivre pour obtenir l'approbation de personnes qui ne m'avaient même jamais vue. J'ai commencé à investir dans mes propres rêves, mon propre bonheur, mon propre avenir. Et à chaque pas que je faisais, le passé perdait un peu plus de son pouvoir sur moi. Avec le recul, j'ai compris. La véritable trahison n'était pas le fonds fiduciaire secret. Ce n'était même pas les années de manipulation financière. C'était la facilité avec laquelle j'avais accepté d'être invisible. Comment j'avais accepté des miettes alors que je méritais tellement plus. Mais cette prise de conscience a eu un effet bénéfique. Parce qu'une fois que tu auras vu la vérité, une fois que tu as récupéré ta valeur, tu ne reviendras jamais en arrière. La plus douce des vengeances n'était pas de les faire souffrir, c'était me rendre entier. C'est le fait de dire non à tout qui m'a épuisé, et dire oui à la vie que j'avais trop peur de croire que je méritais. Aujourd'hui, je ne vis plus dans l'ombre de leurs attentes. Je ne suis pas un accessoire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis l'auteur de la mienne. Le passé est un chapitre clos. C'est à moi d'écrire l'avenir. À ma façon, avec mon cœur intact, et avec une force que personne ne pourra plus m'enlever. Et cette liberté tranquille et irrépressible est la plus vraie des victoires.